Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, Maître Augustin Senghor, non élu au Conseil de la FIFA, le président de la Fédération sénégalaise de football, n'a pas été retenu parmi les 6 membres africains devant représenter la CAF au Conseil de l'instance du football mondial. Au lendemain de la chute mortelle à la cité Keur Gorgui de Dakar, on s'intéresse à la sécurité des travailleurs en hauteur. Si certains chantiers respectent les normes sécuritaires, des ouvriers négligent en revanche souvent le port des équipements de protection. Reportage à suivre. Proposition de loi interprétant la loi d'amnistie du 13 mars 2024, le contenu de la loi ulcère l'opposition. La commission technique est prévue le 21 mars, la plénière le 2 avril. On vous explique tout. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. L'expérience de Maître Augustin Senghor et le rayonnement du football sénégalais ne suffiront pas à faire élire le président de la Fédération sénégalaise de football au Conseil de la FIFA. Il n'a pas été retenu parmi les 6 membres africains devant représenter la CAF au sein de l'instance du football mondial. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra. Avec 13 voix obtenues, Maître Augustin Senghor termine à la 10e place des 12 candidats africains à la course au Conseil de la FIFA. En dépit de ce classement très loin des 6 élus, le président de la Fédération sénégalaise de football ne remet pas en cause son influence et sa campagne électorale. Dans la période critique, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde, appeler les gens parce que je me demande si dans ces pratiques sont en conformité avec l'équipe. Si on attend les élections à la veille pour organiser des activités, attirer les présidents de fédération, les représentants, j'ai utilisé les moyens qui me semblaient conformes à ma vision de ces élections-là. Et c'est quoi? C'est faire mon manifeste de candidature, parler de mon profil, parler de mon pays, tout ce que je représente pour le football, m'adresser directement à l'ensemble des présidents de fédération par divers moyens. C'est vrai, on est dans un domaine qui est pratiquement diplomatique. Un appui plus conséquent de l'État aurait pu servir, je pense, mais quelque part aussi, je pense que cela n'a pas été déterminant. C'est aussi qu'au niveau du pays, il faut le reconnaître, il y a tellement d'urgence, je n'ai pas voulu vraiment déranger outre mesure les autorités. Un échec du football sénégalais devant la domination de celui arabo-africain. Un constat amer d'une élection jouée d'avance. Quand on voit le résultat, on est un peu déçu parce qu'on se rend compte comme si tout était déjà joué d'avance. Quand on voit que sur les listes, les gens sortent par rapport à technologie de la même manière. Comment on peut interpréter ça? Pratiquement la grande majorité des votes sont sortis avec la même vote technologique. Est-ce que ce choix-là ne questionne pas? Pour moi, ça me questionne. Il ne faut pas chercher des faux clients au niveau émissaire. Si les choses ne se passent pas normalement, il faut reconnaître que c'est nous-mêmes, il ne faut pas chercher la petite bête. L'élection au Conseil de la FIFA était l'enjeu majeur de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football. Une instance qui va être dirigée encore par Dr Patrice Motsepe, réuni pour 4 ans avec Samuel Eto'o parmi ses nouveaux collaborateurs au sein du comité exécutif. Et devant cet échec cuisant, Maître Augustin Senghor a démissionné de son poste de premier vice-président de la CAF car il ne se voit pas diriger des membres qui l'ont battu aux élections. Le voici. C'est-à-dire qu'il me reste 2 ans de mandat au sein du comité parce que j'ai été élu en 2023 et je suis membre jusqu'en 2027. D'ailleurs, semble-t-il qu'on a utilisé ce moyen pour convaincre certains votants de ne pas voter en disant que Senghor ne passe pas exactement, donc il n'y a rien à faire. Mais l'un dans l'autre, la conséquence immédiate que j'en tire, à mon avis, c'est que dans cette situation-là, je me vois mal comme premier vice-président.
Parce qu'il y a une logique et une cohérence dans tout. Et moi, j'aime bien rester sur notre sens et rester cohérent. À partir du moment où j'ai été avec des vice-présidents, des membres simples qui ont été élus, et moi, je ne les... Est-ce que je suis légitime pour pouvoir les diriger? Je pense que non. Et j'ai informé le président Patrice Matsepe. À partir de ce moment-là, je deviendrai membre simple du comité exécutif. Mais je me dédierai pleinement à ma mission, qui va de contribuer dans la modeste mesure de mes compétences au développement du football africain et mondial. Augustin Senghor qui devient donc membre simple de la CAF, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. À la une également de l'actualité, la proposition de loi interprétant la loi d'amnistie du 13 mars 2024. Le contenu de la loi ulcère l'opposition. Vous le savez, la commission technique est prévue le 21 mars prochain, la plénière le 2 avril. Explication Mamadou Fall. Une proposition de loi du député de la majorité Amadou Ba portant interprétation de la loi d'amnistie alors que la commission technique est prévue le 21 mars et la plénière le 2 août. L'article 1er va soulever des controverses et des polémiques. Sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle ayant exclusivement une motivation politique, y compris ceux commis par tout support de communication entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger. Mais les faits se rapportant à des manifestations ne sont compris dans le champ de la loi que s'ils ont une motivation exclusivement politique. Plus loin, il est mentionné dans le document, l'amnistie entraîne, sans qu'elle ne puisse jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacité et privation de droits attachés à la peine. Au sens de l'article 3 de la loi numéro 2024-9 du 13 mars 2024, l'amnistie ne préjudicie ni aux droits des tiers, ni aux droits des victimes à une réparation. Également, la contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leur ayant droit. Texte qui met Thierno Alassane Sall dans tous ses états, lui qui avait été court-circuité par les députés de PASTEF. L'honorable député Thierno Alassane Sall parle d'une interprétation de la farce. Nous avons affaire à des farceurs, dit-il. D'abord, il ressort de leur proposition de loi que la loi d'amnistie de 2024 reste entièrement en vigueur. Autrement dit, si le texte de PASTEF passe, les faits susceptibles d'être qualifiés de délits ou de crimes commis dans la période visée et ayant des motivations politiques ne pourront pas être connus par nos juridictions. Plus concrètement, à titre d'exemple, si les personnes qui ont commis l'incendie criminel du bus de Yarach arrivent à prouver qu'elles étaient animées d'intentions politiques et qu'elles appartiennent à un parti politique, rien ne devrait les empêcher de bénéficier de cette interprétation. Ensuite, l'interprétation proposée vient paradoxalement obscurcir la loi d'amnistie qui est suffisamment claire par le Thierno Alassane Sall. D'ailleurs, il se pose des questions. Comment déterminer la motivation politique? Les juridictions seront-elles amenées à sonder les âmes des prévenus et accusés? Comment parvenir à identifier les personnes qui ont infiltré les manifestations pour commettre des crimes? Comment refuser à ces dernières l'excuse de la motivation politique? Autant d'éléments qui montrent que cette interprétation rendrait curieusement obscure la loi d'amnistie. Vers la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, le maire de Louga va être entendu sur l'affaire Tabaskingom d'Issa-Prera. Mérite bien d'être posé. L'honorable député et maire de Louga prend-il le chemin de la prison? La question mérite bien d'être posée au regard de la tournure que prend l'affaire des 700 millions dans le dossier dit de Tabaskingom. Saisi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'Assemblée nationale a décidé d'enclencher une procédure de levée d'immunité parlementaire de l'ancien ministre. Et c'est la commission des lois de l'Assemblée nationale qui est chargée d'examiner le projet de résolution portant constitution
création d'une commission ad hoc. Cette dernière sera chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Diop. Accédant ainsi à la requête du juge financier qui lui avait adressé une lettre, Ousmane Diagne à son tour saisit l'Assemblée nationale. L'objectif est de pouvoir entendre Moustapha Diop dans le cadre de l'enquête sur le détournement présumé de 700 millions au sein de l'APROSI. Principal accusé dans cette affaire, Tabaski Ngom en prison est accusé d'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics, entre autres. De l'argent que Tabaski Ngom aurait soustrait des caisses de la CRSE et dont une partie aurait servi à financer la campagne électorale de Moustapha Diop. dañu gëm ne assemblée bii ñu am dañu war a am de nouveaux types de députés yoo xam ne dañu nekk assemblée ba di xiiroo ko ŋaayoo daan nekk assemblée. Clôture du projet Dolel Admin. Le projet a transformé l'administration en un levier puissant au service de l'intérêt général, selon la secrétaire générale du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public. Le projet Dolel Admin, vous le savez, a été lancé en octobre 2021. Voici à ce propos Thioro Mbaye Sall avec Fatoumata Konté. Projet qui a accompagné pendant 3 ans et demi. Les ministères chargés de la réforme, je veux parler du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public, l'accompagner dans presque toutes nos initiatives allant dans le sens de la modernisation de notre administration. Il s'étendait également sur deux régions pour en fait améliorer un peu les capacités de planification, les axes de développement pour une administration performante. Et c'était au niveau des 2 régions, Kaolack et Kaffrine. La mission de réforme, la mission de modernisation de l'administration est une mission pérenne au niveau de notre administration. Et cette mission est confiée au ministère en charge de la réforme du service public, le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public. Le projet est venu nous accompagner à partir de 2021. C'était un projet pour 3 ans et le projet était basé sur des principes d'une franche collaboration et d'un partenariat fécond. Et c'était fixé dans le temps. Ce projet devait prendre fin. Il y a eu une période d'accompagnement, mais comme on le dit, on rejoint nos missions communes, nos missions en fait pérennes, qui consistent à travailler et à accomplir cette mission-là de réformer et d'aller vers cette modernisation de l'administration. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal a reçu le ministre français chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Cette rencontre a permis d'échanger sur le renforcement de la coopération entre les universités sénégalaises et françaises. Voici à ce propos le ministre Abdourahmane Diouf. L'une de ces questions importantes, par exemple, c'est la question de la professionnalisation. Vous savez que le Sénégal connaît un taux d'analphabétisme assez élevé, mais aussi un taux de diplômés d'un certain niveau très élevé. Beaucoup de docteurs, beaucoup de masters, mais pas assez de diplômés intermédiaires. Donc c'est pour ça que nous sommes lancés dans le domaine de la professionnalisation dans l'enseignement supérieur, avec les ISEP notamment, et la France, dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale, est un partenaire majeur. Nous en avons parlé. Nous avons aussi évoqué la question de la validation des acquis. Puisque nous sommes un pays où on travaille avec la langue qui n'est pas la langue maternelle, on a beaucoup d'intelligence sénégalaise laissée au bord de la route parce qu'ils ne savent pas travailler sur la langue officielle. Donc nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pourrions collaborer pour avoir des structures qui valident les acquis de ces inventeurs sénégalais, de ces intellectuels sénégalais qui n'ont pas fait les corps classiques. On a aussi beaucoup discuté des questions de l'innovation et de ce point de vue, vous savez que la France a un salon extrêmement important, connu du monde entier, qui est le salon Vivatech, où le Sénégal envoie chaque année une délégation pour y apprendre, pour y faire du réseautage, pour y voir les meilleures technologies en termes d'innovation. Et de ce point de vue aussi, nous sommes en train de voir quelles sont les modalités de collaboration possibles à travers un benchmarking qu'on va faire pour que le Sénégal puisse devenir très rapidement un hub de l'innovation, au moins en Afrique.
Notre grand titre de cette édition, nous vous l'annoncions hier, la chute mortelle à la cité Keur Gorgui de Dakar. On s'intéresse à la sécurité des travailleurs en hauteur dans les chantiers du BTP. Dans les rares chantiers que nous avons visités, certains respectent les normes et ce sont les ouvriers eux-mêmes qui ne respectent pas, qui négligent le port des équipements de protection. Reportage à Bifaye. Chaque jour, des ouvriers se déploient sur les chantiers pour construire ou rénover les bâtiments. À la cité Keur Gorgui, l'imprudence des maçons provoque souvent des accidents de travail. Ce mardi, 2 ouvriers ont perdu la vie dans cette localité. L'échafaudage est tombé sur eux, ce qui permet de s'interroger sur la sécurité dans les chantiers. Un ouvrier dans un chantier doit porter son équipement complet, c'est-à-dire mettre ses chaussures de sécurité, son casque de sécurité, et s'il fait façade, il met la ceinture ou s'il part sur l'échafaudage aussi. Les précautions que doivent prendre les chefs de chantier sont quasi inexistantes. Mais ici, on rend grâce à Dieu. Le patron veille sur la sécurité, contrairement à d'autres. Dans certains chantiers, vous n'aurez pas la tête tranquille en les traversant. Ou si vous y entrez, vous serez paniqué. Tout cela, c'est parce qu'ils ne respectent pas les normes sécuritaires. Seul casquette fermer sa gant door a avancer après leneen lu am nga door a xam mais boo xoolee en général chantier ci ëpp demeewul noonu. Mais souvent, certains négligent les moyens de protection, selon l'ingénieur. Mais maintenant, les ouvriers, on ne peut pas les forcer. Moi, bon, si tu es dans le chantier, on a des gilets, on a des casques sont là, les signes sont là. Donc, bon, c'est vrai, en tant que responsable, je dois les forcer des fois, porter tous ces signes. Pas tout le temps aussi, portez vos casques, portez vos ceintures. C'est un peu la mentalité sénégalaise, même sur la route c'est comme ça. Les gens, ils respectent pas les lois, voilà. Ils respectent pas les mesures, donc moi je ne peux pas les forcer. Des fois je viens, je dis, j'achète des casques, je les vois traîner dans le chantier, non. Je ne peux rien. Bon. Ils invitent les acteurs à se prémunir de leurs équipements de sécurité. Vous, comme regardez ces ouvriers, ils ne mettent pas leurs chaussures de sécurité, ils ne portent même pas de casque et autres. Ils ignorent même leur sécurité. Par exemple, moi, j'avais dit, si je viens et je vois qu'un ouvrier ne porte pas son casque, je le fous dehors. Je dis, bon, ok, tu pars. Maintenant, mais des fois, c'est pas l'ouvrier que tu prends, que tu payes par jour, mais c'est même son patron qui ne porte pas le casque. Les conditions de travail sont souvent dangereuses dans certains chantiers. Selon eux, la sécurité des ouvriers aussi négligée par les chefs, ce qui provoque beaucoup d'accidents de travail. Merci Habib. Allons à Saint-Louis. La phase test pour le lancement des taxis au gaz pour moderniser le transport urbain et accompagner les transporteurs du Nord. Une première au Sénégal d'ailleurs avec un premier lot de 20 nouveaux taxis modernes et écologiques qui a été remis aux chauffeurs de la vieille ville. Voici Barasso, administrateur du Fonds de développement des transports terrestres avec notre équipe sur place. De donner à Saint-Louis un nouveau visage en matière de transport. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est d'éradiquer tout ce qui est transport irrégulier, c'est-à-dire les clandos, tout en privilégiant ceux qui étaient dans ces métiers-là. C'est-à-dire leur permettre d'avoir un métier qui sera normé, qui permettra aux populations de se déplacer dans des conditions beaucoup plus confortables, mais également de permettre aux transporteurs de pouvoir avoir plus de rentabilité, parce que le gaz est moins cher que le carburant, mais également c'est moins polluant que le carburant. Donc ceci est en droit de ligne avec la nouvelle politique que les autorités du Sénégal ont dans la modernisation du transport au Sénégal. Donc nous avons un projet échantillon ici à Saint-Louis qui a connu des difficultés, mais l'expérience étant une somme d'erreurs corrigée, ça nous permettra de nous déployer plus rapidement pour les prochains projets que nous allons avoir en matière de modernisation du secteur des transports publics. Religion, les fidèles chrétiens du diocèse de Thiès se sont rassemblés en grand nombre ce week-end à Mont-Roland pour célébrer la 34e édition de leur pèlerinage diocésain placé sous le patronage de la Vierge Marie. Une journée de ferveur et de recueillement marquée par un message fort autour du thème de l'espérance. L'événement présidé par son Excellence Monseigneur Martin Albert App, évêque émérite de Nouakchott. Reportage Daniel Diouf, Tierno Laurent Mendy.
Au cœur des célébrations, un appel vibrant à l'espérance, une valeur essentielle en ces temps d'incertitude. La Vierge Marie présentée comme un modèle à suivre par sa disponibilité et son écoute attentive envers les plus démunis. La Vierge Marie, c'est le regard maternel. Regardez les noces de Cana. Le premier signe, dit l'évangéliste Saint Jean, que Jésus a posé, c'était la multiplication de vin à une fête de noces. Mais c'est la Vierge Marie qui a découvert l'embarras dans lequel se trouvaient les jeunes mariés. C'est elle qui a attiré l'attention. On peut être attentif. On peut avoir le cœur et les oreilles et le regard tournés vers celui qui a besoin d'être aidé. La forte mobilisation de la jeunesse n'est pas passée inaperçue. Monseigneur André Gueye, archevêque nommé de Dakar, leur a adressé un message d'encouragement, les jeunes exhortés à ne pas rester de simples spectateurs face aux défis de la vie, mais à s'armer de courage et d'espérance. Aux 3000 jeunes et aux autres, soyez armés de l'espérance. Cette espérance qui n'est pas une attente passive et oisive, mais active et inventive. Vous êtes, vous les jeunes, acteurs et même protagonistes, avec la grâce de Dieu, bien sûr, et le conseil des anciens, vous êtes protagonistes de votre destinée. Un appel à l'engagement collectif, à préserver le bien commun, un appel à la responsabilité dans un contexte où l'espérance demeure plus que jamais une nécessité pour notre pays et pour le monde. Notre pays a donc besoin d'espérance. Pour que les attentes placées dans nos autorités puissent être comblées avec l'engagement de tous à servir le bien commun et l'intérêt supérieur de la nation et surtout la paix sociale. Le monde a également besoin de beaucoup d'espérance. Prions pour le monde. On dirait que la paix est en sursis dans le monde. Réécoutons ce que le pape François a dit. L'espérance du monde réside dans la fraternité. L'espérance, ce message fort, résonne désormais dans le cœur des fidèles, porté par la foi et la prière. En marge de ce pèlerinage diocésain de Mont-Roland, Monseigneur André Gueye a exhorté les diocésains de Thiès à ne pas se laisser attrister par son départ vers l'archidiocèse de Dakar, où il prendra ses fonctions de pasteur à partir du 3 mai prochain. Il leur a plutôt demandé de l'accompagner par leur prière afin qu'il puisse mener à bien sa mission. Ce n'est pas encore le temps des adieux officiels. Aujourd'hui, c'est le pèlerinage diocésain, qui est cependant une occasion propice pour me recommander à vos prières, pour que la Vierge Marie me devance, me devance et marche avec moi dans cette nouvelle mission qui m'a été confiée par le Saint-Père, mission que nous devons tous accepter malgré le déchirement de la séparation. Je ne serai qu'à la porte d'à côté. Dakar sorewul dara. Je ne serai pas si loin de vous et de vos préoccupations. Au contraire, je continuerai d'être en communion avec vous. Donc, frères et sœurs, une seule chose à retenir en ce qui me concerne. Dieu a décidé par le choix du pape. Acceptons avec foi et priez Marie pour moi, pour que je sois à la hauteur. Amen. Saint temps de carême et bon ramadan. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.